En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard. Bienvenue à la 33e édition du Piment. C'est une journée brillante, le mois de mars 2011. Aujourd'hui, notre sujet, c'est un édifice, le 780 rue Saint-Rémy, dans le quartier de Saint-Henri. Cet édifice-là, c'est un symbole de la résistance des citoyens ici à Montréal et ailleurs, résistance au projet transport Turco du ministère de Transport du Québec. Dans le 780, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Zovillet. Pierre est architecte par formation, mais aussi artiste multimédia qui travaille avec le GRUM. Le GRUM, c'est le groupe de recherche urbaine de Hochelaga-Maisonneuve, et le GRUM a proposé un alternatif rationnel, humain, moderne au projet Turco du ministère. Alors, je vais prendre mon vélo tout de suite, je vais descendre, visiter le 780 Saint-Rémy. En descendant vers Saint-Henri, on prend la rue Sainte-Catherine, on traverse toutes ces barrières qui divisent les Montréalais, ces murs invisibles d'argent et de pouvoir. Mais en même temps, les gens du sud-ouest, du grand sud-ouest, ont beaucoup en commun. Cette question de transport collectif, par exemple, et l'influence occulte de la corruption. La rue Glenn et la rue Courcelles traversent la falaise Saint-Jacques, une très vieille faille sismique. C'est ironique. Le ministère du Transport de Québec va démolir le 780 Saint-Rémy pour son autoroute mal planifiée. Mais le 780 a été construit en 1922 justement pour résister au tremblement de terre, comme on va apprendre en visitant la place de Résistance. Alors, maintenant, on est là, devant la porte de 780 et on va entrer. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Pierre Zovillet. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? Ben là, je suis futur exproprié professionnel. Non, je travaille dans le domaine des communications et depuis 1 an et demi maintenant dans l'aménagement urbain avec M. Brisset. Je suis ici depuis 11 ans. Il y a tout un tas de choses ici qu'on n'a pas, que j'ai jamais trouvé dans d'autres quartiers de Montréal et avec lesquelles je m'accommode assez bien. Moi, j'ai l'impression que c'est un château des gens avec beaucoup d'imagination. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça peut être ça. On peut le voir comme ça, mais il n'est pas au standard qui est le château. Okay. Mais effectivement, oui, c'est un château, un grand vaisseau. C'est surtout la réponse des Montréalais au manque d'habitation dans ce quartier-là et aussi à la faible variété du type d'habitation qui sont proposées à la location. Ce que vous voyez maintenant, c'est le logement de M. Michel Charbonneau à l'intérieur de 780 Saint-Rémy. Alors, Michel était le gérant assistant dans l'édifice pendant plusieurs années. Vous voyez maintenant son appartement. Il a refait tout l'intérieur de l'appartement lui-même. C'est son travail. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. C'est comme un monde à part. Et c'était construit par Michel Charbonneau et sa femme. Ça représente vraiment quelque chose de spécial. C'est accroché avec le plafond à partir des sockets qu'il y a dans le plafond. Tu vois le ridoir, là, c'est ça. OK? Ça, c'est suspendu par en haut.
Et c'est des sockets qui étaient là, que j'ai donc, a fallu juste trouver le bon filetage et puis trouver le morceau, puis j'ai accroché la mezzanine là-dessus. Et si je comprends bien, cet édifice était construit en 1922 Oui. et c'était construit contre le feu, contre les tremblements de terre. C'était très solide. Hein? Oui, il y a eu un édifice, un entrepôt à San Francisco de Imperial Tobacco qui avait brûlé, et Sir Davis a demandé aux ingénieurs que l'édifice soit à l'épreuve du feu. Alors on a le système de sprinkler qui est toujours là, et que l'édifice soit à l'épreuve des tremblements de terre. Là, on est dans une zone sismique importante à Montréal. Et donc c'est un édifice construit selon une partie des principes du développement durable façon 1922. Si je comprends bien, maintenant, 2011, l'édifice 780, c'est un peu un symbole de tout cet effort des gens ici à Saint-Henri pour faire revivre le quartier. C'est un peu un symbole du cœur du quartier. Est-ce que c'est... Oui, absolument. Ah ben ça l'est devenu de par la situation de Turcot, parce que l'édifice étant sur le chemin du MTQ, donc là, à ce moment-là, il a une place stratégique sur un autre niveau. Mais moi, ma vision de cet édifice-là, avec tous les inconvénients qu'il y a, malgré tout, ça laisse des espaces de vie qui sont inégalés. Pour ce qui me concerne, là, j'ai l'orientation nord-nord-est qui, au niveau de la lumière, est absolument fabuleuse, parce qu'il n'y a jamais de lumière directe. Alors, ce qui me permet ici, là, en fait, à la place où je suis, c'est aussi un plateau de tournage. J'ai un écran vert qui descend en dessous. J'ai fait des photos ici à la lumière naturelle, de toute beauté. Attends, là, on va ouvrir les fenêtres pour que l'image soit plus... Fait que là, je suggère un pan. Tu commences ici, donc, où on voit la Ville-Marie. On voit les trains qui passent ici en arrière, Puis de l'autre côté, on a... ben là, c'est parfait. Ça montre une des utilisations de la cour Turcot, faire stationner des trains. Est-ce que cet édifice va être détruit par le Turcot qui est proposé maintenant? Ça c'est ce qu'on essaye d'éviter à tout prix, parce que ça serait un gâchis ignoble. Et une insulte. Les gens qui sont ici parce qu'il n'y a pas d'appartements disponibles dans les environs. La ville de Montréal ne construit plus assez de logements. Alors ça inclut les logements sociaux, ça inclut des logements mieux adaptés à la réalité de l'an 2011. Donc ce projet-là vient démolir ce que les Montréalais ont fait, là. Vous savez, l'habitation, c'est le premier besoin de l'humanité. Le Sud-Ouest revient de très loin. Il suffit de lire les descriptions d'un bonheur d'occasion. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus solide. Et puis de regarder les images, d'écouter les histoires d'Yvon Deschamps. Parce que Yvon Deschamps, il vient du quartier, et tout l'aspect humain dans son travail, c'est la vie de Saint-Henri. Et ça, ce sont des valeurs que moi, je n'ai pas trouvées dans d'autres quartiers de Montréal. Ça, c'est un train avec des autos, hein? Oui, absolument. Enfin, ça, c'est des wagons qui servent à transporter des autos. On ne sait pas s'il y a des autos là-dedans. Toujours de la circulation maintenant. Hein? Oui. C'est un symbole de ce qu'on est capable de faire quand on n'a rien, avec peu de moyens. Alors, c'est quand même pas mal. Maintenant, là où ça devient détestable, c'est que on nous propose absolument rien en remplacement, si ce n'est que des projets hypothétiques avec bâtir son quartier, qui pourrait, ma foi, si on prend le temps de le faire correctement, et puis si on a un peu de souplesse dans les règlements, aboutir à une unité d'habitation qui pourrait accommoder certaines des demandes là, des gens qui restent ici et qui sont dans la même situation que moi. Mais
Après ça, ben, c'est l'office HLM pour ceux qui peuvent être approuvés pour avoir un HLM. Et puis, sinon, c'est démerdez-vous. Puis, en dernier recours, le ministère des Transports nous propose des pilules. Alors, je vais vous dire, ce qu'on vit, c'est assez pénible, OK? Et il n'y a pas aucune pilule qui va faire passer ça. On parle beaucoup de corruption dernièrement. Est-ce que vous avez quelquefois l'impression de vivre dans une société corrompue? Oui, tout le temps. Lorsque le maire Tremblay déclare aux citoyens venus l'interpeller au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, « Je ne veux pas recevoir les gens de mobilisation Turcot parce qu'ils sont contre le projet ». Est-ce qu'il y a une réponse, OK, avec si peu d'espoir, si peu de... Je veux dire, les citoyens ne sont pas satisfaits avec ce que le ministère a proposé. Point. OK? Les citoyens ont déposé auprès du ministre Hamad, OK, voilà, plusieurs mois, un résumé des propositions du GRUHM, OK, qui consiste à diminuer la circulation sur Ville-Marie par 2, pour des raisons de santé, à installer dans la partie supérieure du transport en commun pour doter Montréal d'un système de transport en commun qui va vraiment permettre de déplacer les biens et les personnes sans créer de la congestion et des dommages collatéraux de nature sanitaire. Alors, l'augmentation de la circulation sur la Ville-Marie et l'ensemble du Turcot, parce que là, c'est déjà overloadé, OK, puis ça va continuer vu qu'ils élargissent les voies, OK, ça va augmenter les problèmes sanitaires, OK? Et ce qu'il va falloir faire, ben, si ça fait 30% de malades de plus, ça va prendre 30% d'hôpitaux de plus et de personnel pour les soigner. Je pense qu'au département de la santé, ils n'ont pas besoin d'affaires comme ça. Donc, sur ce point-là, sur le point de la santé, le projet Turcot, c'est une aberration parce que ça vient complètement en opposition avec les principes du développement durable. Quand je vois cette carte-là, je vois une autobahn. Oui, ben, regardez, là, c'est clair, OK, on est encore dans une société, OK, qui repose sur le rêve américain de l'automobile, objet de liberté. Bon, il faut se sortir ça de la tête. La situation du projet Turcot, elle est très intéressante parce que sa complexité est représentative de la problématique de la circulation et des déplacements. Okay? Aujourd'hui, on parle de Montréal, okay, mais vous pouvez, ce problème-là, indépendamment de l'échangeur Turcot qui tombe en morceaux, okay, ce problème-là, on le retrouve dans différentes villes au Québec et puis ailleurs au Canada. Moi, je suis frappé par l'incapacité des gens, avec un peu de pouvoir, ou même beaucoup de pouvoir, de repenser leur pensée de base. Mais, je suis absolument ébloui par l'incapacité des gens qui parlent d'immobilisme de changer leur propre immobilisme. Il faut mettre un frein à l'immobilisme. Alors, pour moi, je trouve que dans l'ensemble, okay, c'est pas spécifique au ministère des Transports, il y a plein d'intervenants, okay, pour qui c'est la même situation. On est dans une situation là, près de Tchernobyl, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une grosse affaire qui roule, ça s'en va, on ne sait pas trop où, mais là, c'est pas mon problème. Okay? Moi, on m'a demandé ça, j'ai fait ça, après ça, le reste, niet. Et donc, il n'y a personne qui va, à un moment donné, dire, bon, ben, c'est pas compliqué, on a tel problème, et puis tel problème, comment on peut faire en sorte là, que ces problèmes-là, on trouve une façon d'accommoder tous les besoins, okay, sans empirer la situation. On parle là de réparer des erreurs commises dans les années 60, pas d'en remettre une couche.